Ok. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de Study Abroad, évidemment Study Abroad Session, cette initiative que nous avons mis en place pour essayer de discuter un petit peu à propos des bourses d'études avec des invités qui viennent partout dans le monde entier. Et donc, ce soir, nous sommes très heureux de recevoir notre guest, qui est en fait le roi. Il est alors Mex Scholar, vous allez en savoir beaucoup plus plus tard. Et il va nous parler un petit peu de cette bourse d'études de Mex Japan et comment il a fait pour obtenir sa bourse et quelles ont été les difficultés ou alors et les avantages également, comment s'est passé son voyage, comment s'est passé son parcours là-bas et qu'est-ce qu'il envisage faire par la suite. Donc, on va se concentrer beaucoup plus sur ces points-là durant cette session. Donc, je vais passer maintenant la parole à Pérez qui va essayer de nous faire une petite introduction et avant qu'on va introduire notre invité valablement. Alors, Pérez, tu as la parole. Ok, je parle un peu en anglais. So if you are listening to us, this is the third session for Study Abroad program organized by SFO. And we are glad to bring on board Leroy. Leroy is like a kid brother to me. We did a lot of things together. Actually, it's not Mr. Leroy, it's Engineer Leroy. So it's Engineer Leroy. He's I say Engineer Leroy because we have done a lot of projects together. He's not only versatile in the engineering normally as is considered, but mostly he can conceive. You can come up with an idea and give him, and he's going to create. He can create actually. So a lot of engineers, maybe it's what you were taught in school. Maybe if you're an electrical engineer, you know only what was taught in school. He can conceive and he can execute. So he's a very brilliant person. I'm not saying that but you should know that if you are brilliant, then the next scholarship is for you. If you are outstanding, the next scholarship is for you. If you are smart enough, the next scholarship is for you. And I believe that if you are searching, it means that you are smart enough to know that there is something out there that is yours. So I beg you to stay with us, to continue following us, to ask your questions. And please do not let this time that you spend with us be a waste. For I always say, time is the most important. Money is important, but time is the most important. So if you take your time and you are listening to this video or you are currently online with us, then please make it count. Ask all your questions. If you are worried, ask. If it's a foolish question in your mind, ask. Because it's only if you ask that you will know. And sometimes we fail to ask and we feel like it's going to sound so stupid. I should tell you I'm the most stupid person for organizing such an event and even doing it in French. If you go online, you are going to see a lot of persons doing it in English. If you go online, you're going to see a lot of persons focusing on one scholarship program. If you go online, you are going to see all other things. But with SFO, what we do is we want you to know that it's possible, and we bring those that can relate with you, those that have the same story like you, those that left families that, like they say, those that are from families where the odds were already against them, but yet they made it. So it's not the rich that come here, it's those that did not have, but through their strategies they were able to make it. And as we promised, this is Leroy. Leroy is Rudolph's brother. Last week we had Rudolph talking about the Turkish scholarship. They are from the same family. I'm just I'm an adopted child to the family, but Leroy is a brother to me. So hang on and let's go, Sandra. Ok, donc voilà, le roi, nous sommes très heureux de t'avoir ce soir et on va tout juste commencer. Euh, J'aimerais juste que je te présente et du moins comment tu aimerais que les personnes qui nous écoutent aient des informations en fait sur ta personne. Donc, qui est le roi par exemple et qu'est-ce qu'il fait? Si, Dis-nous un tout petit peu quelque chose que te concernant. d'accord. Donc, je m'appelle Leroy Kojo Tchakoté, je suis étudiant mixte
à l'université de Yokohama National University où j'étudie la robotique et le contrôle. Euh, je suis originaire de l'université de Boya où j'ai eu un Bachelor of Technology in Electrical and Electronic Engineering. Et présentement, je suis là pour un internship. Bon, on a très bien, juste un étudiant et j'étudie, bon, ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, concernant la bourse mixte, c'est l'une des bourses les plus euh, difficiles à avoir au Japon, mais c'est l'une des bourses aussi que c'est possible pour tout le monde parce que c'est une bourse qui aura des intermédiaires entre votre procédure de départ jusqu'à votre arrivée. Donc, il n'y aura pas que tu vas devoir donner ton dossier à quelqu'un, c'est toi qui suis ton cours et si par la grâce de Dieu, tu as la possibilité, tu vas arriver au bout du tunnel. Donc, c'est une bourse qui se fait deux manières parce qu'il y a Embassy Recommendation et il y a University Recommendation. Embassy Recommendation, ça veut dire que les étudiants qui passent par la voie de l'ambassade, comme moi, et il y a University Recommendation où les étudiants, en fait, admission à une université. Et s'ils ont un note minimale, ils sont recommandés à engineering parce que engineering, tu as besoin de faire entrance exam avant d'entrer dans la faculté d'ingénierie. Donc, mais si peut-être tu fais business, sociologie ou bien d'autres filières, c'est plus facile d'entrer par Embassy Recommendation. Bon, je vais plus parler de Embassy Recommendation parce que c'est ce que j'ai fait. Bon, en fait, premièrement, la bourse MEX est accessible pratiquement partout, dans pratiquement tous les pays avec lesquels le Japon a une communication par voie d'ambassade. Donc, si votre pays, vous avez l'ambassade du Japon, ça veut dire que c'est possible pour vous d'appliquer à la bourse MEX. Mhm. Deuxièmement, c'est une... OK, Oui, allez-y, une toute petite désolé. question. Oui, oui, une toute Ouais. petite question. Comme on a du mal à t'entendre de façon très fluente, je suppose que Ouais. oui, je suppose qu'il y a des coupures, mais je suppose que c'est l'Internet. Donc, si peut-être tu peux couper ta caméra et on Hmm, fait que l'audio sera beaucoup plus facile. Si tu peux juste OK. essayer cette, voilà, tu coupes ta caméra. OK. Bon, vous m'entendez? Oui, 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 tu peux y Ouais, aller. C'est mieux maintenant. OK. Donc, comme je disais, Ou- la bourse MEX, il y a deux manières d'appliquer. Il y a Embassy Recommendation et il y a University Recommendation. Mhm. Je OK. vais parler, ouais, D'accord, avant d'arriver à ce niveau-là, bon, on va essayer ouais, d'abord d'entrer dans le contexte beaucoup plus à ce qui te concernait, OK. te concerne particulièrement. Donc, on aimerait d'abord savoir quel background tu as eu avant de postuler. Est-ce que tu as eu voilà, un bachelor, peut-être un baccalauréat ou alors une licence ou alors un master avant de postuler à la bourse? Donc, quel était d'abord ton bagage antérieur avant la bourse MEX? Bon, moi, j'ai fait l'enseignement technique en français et puis j'étais à l'université de Boya, qui était en anglais. Donc, j'ai eu à fréquenter, j'ai fait un cursus dans les deux systèmes éducatifs. J'ai eu un bac technique F2 en électronique. Et puis, je suis entré à College of Technology of the University of Buea, où j'ai eu un Bachelor of Technology in Electrical and Electronic Engineering. Euh, et puis ça, j'ai eu à travailler à une entreprise de la place à Douala, dont je ne discloserai pas le nom. OK. Et, et de là, j'ai eu à appliquer donc à la bourse et puis c'est tout, je pense. OK. So, donc, c'est pour dire que tu as d'abord eu ton baccalauréat technique, enfin, le bac technique, comme du au Ouais, Cameroun. Et donc, tu as eu ça en F2. ouais, Ensuite, tu es allé à l'université de Boya. Tu as eu ouais. ce qu'on appelle un bachelor degree en ingénierie, Mm, electrical mm, engineering. Et tu as commencé à travailler. ouais, Voilà. Ça, c'est avant de pouvoir poursuivre pour le programme MEC, c'est ça? ouais.
OK. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à postuler principalement pour ce programme MEX? Pourquoi pas un autre programme, peut-être Erasmus ou peut-être Turkish, ce qu'on a vu la dernière fois, peut-être que GID comme ici en Allemagne. Pourquoi forcément ce programme-là? Qu'est-ce qui a été tes motivations? Est-ce que tu as été encouragé par des personnes? Est-ce que tu as été orienté? Qu'est-ce qui a été le déclic? Surtout que tu étais déjà dans le monde du travail. Tu pourrais te dire, bon voilà, ma vie est tranquille, je suis à Douala, j'ai un bon travail. Bon, peut-être pas un bon travail, mais j'ai un travail qui me rapporte à quelque chose. Voilà, ma vie est tranquille. Pourquoi je vais aller, je veux me compliquer la vie avec les bourses d'études? Donc, qu'est-ce qui a été ce moteur-là qui t'a motivé à postuler? Bon, en fait, lorsque j'avais commencé mon degré, j'avais déjà en tête que je devais postuler au bourse lorsque je devais finir, en fait. Je peux dire que la motivation, c'était mon grand frère qui avait déjà eu une bourse avant, donc Ah, je savais dans ma tête que je dois aussi avoir une bourse après mes études. Mais lorsque j'ai fini le bachelor, j'avais eu la possibilité de pouvoir avoir un emploi dans une entreprise. Donc, au lieu de continuer directement avec le master, j'ai décidé de commencer pour avoir l'emploi, mais ce n'était juste que short-term goal, si je peux dire ça comme ça, parce que le plan, c'était d'avoir le temps, en fait, pour pouvoir se préparer et appliquer. Et ok. donc, lorsque j'ai commencé à travailler, euh, j'avais toujours en tête, en fait, que je devais appliquer à une bourse. Je ne savais pas encore laquelle, mais une des choses qui m'a motivé le plus par rapport à la bourse MEX et le fait que je fasse ingénierie, c'est l'un des meilleurs pays pour apprendre l'ingénierie, en fait. Parce que de pas, même leurs produits, ils n'ont pas peut-être beaucoup de branding, mais en termes de qualité, il y a peu de pays qui font le travail, en fait. Et pour moi, c'était juste une opportunité de pouvoir continuer avec des personnes, en fait, qui font ce que tu fais le mieux possible. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'adapter, mais en fait, on arrive à beaucoup apprendre. Donc, c'est un peu ça qui était plus motivateur derrière l'application de Mex en particulier. Et tu Ok. as eu l'information comment? Et l'information, tu as eu comment? Parce que le MEC Scholarship, c'est l'une des bourses qui est très difficile ça ne fait pas trop de pub, tu vois. Il y a Erasmus, il y a DAT, il y a tous des scholarships qui sont européens, c'est facile à connaître. Mais les Yeah. scholarships comme MEX, ça ne fait pas de pub. Tu entends seulement que celui-ci a eu le MEX Scholarship. Tu te demandes qu'on commence d'abord par où? Il a eu l'information quand? Il Moi, connaissait. Quand tu vois même, parfois tu trouves quand c'est déjà le deadline ou c'est déjà close, on te dit que application process for this year closed, wait for 2025, et tu es déjà, when did this guy start? Donc tu as eu l'information où? Um, En fait, je connaissais déjà Mex étant même en undergraduate parce que, en fait, j'aimais déjà le Japon. Donc, j'étais dans un Pendant groupe, l'année. peut-être dans un groupe, j'étais dans un groupe WhatsApp où chaque fois qu'il y avait des bourses, on nous donnait les updates. Donc, il y avait pratiquement les informations de toutes les bourses qui étaient disponibles de par les continents. Et mec, c'était l'une des bourses qui était plus straightforward. Déjà, tous les requirements sont déjà affichés. Tu connais tout ce que tu as besoin, en fait, pour appliquer. Et puis, Ok. lorsque tu connais tout ce dont tu as besoin, en fait, c'était déjà, this is what I will start with. Yeah. C'était juste comme ça, en fait. Mais j'ai eu une formation même avant de graduer, en fait. Donc, Il savait déjà que mec, c'est vrai que c'est une bourse rare, mais il y avait déjà l'information en fait de la bourse, il connaissait déjà les requirements de la bourse. C'était juste en préparer, se préparer. Et puis, étant donné que l'université parfois perd le temps pour donner les diplômes et tout, il fallait attendre l'année qui suivait pour pouvoir vraiment préparer la bourse. Ouais. Et aussi, je connaissais quelqu'un qui avait déjà eu MEX aussi. Mais ah, la personne avait eu MEX de manière University Recommendation. Donc, lorsque j'avais eu à discuter avec la personne avant, il m'avait juste dit que non, son processus l'a fait comme ça. Et puis, moi, je ne suis pas éligible, en fait, de passer par University Recommendation. Donc, il devait faire un process complètement différent. Mais au moins, je savais que je connais quelqu'un qui a déjà aussi eu ça avant. Et puis, j'ai eu l'info. Donc, c'est juste, en fait, suivre la procédure et puis voir ce qui se passe. yeah, ok. donc tu disais, qu'est-ce que le MEC Scholarship? Tu avais déjà commencé à expliquer. Je pense que le Exactly. micro dérangeait. Mhm. Et il faut Ouais. qu'on connaisse d'abord le scholarship parce que de ce que tu me dis,
c'est pas seulement quand on trouve quelque chose, on postule. Il faut qu'on connaisse ce qu'on on est en train de chercher. Il faut qu'on connaisse carrément le scholarship. Qu'est-ce que c'est bien pour, qu'est-ce que c'est pas bien pour. Parce que tu peux être, euh, peut-être tu vas aller faire musique et que tu es en train de postuler pour Max Scholarship. On ne te refuse pas parce que tu n'es pas intelligent, pas parce que tu n'as pas les bonnes notes, mais parce que vraiment, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui est en train de faire ceci ou cela. Donc, qu'est-ce que le Max Non, non, Scholarship? non, 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 non. En fait, je ne pourrais pas dire que mec c'est limité à une filière, non, mais c'est juste que c'est une scholarship qui est beaucoup basée sur On t'a perdu là. le Le peu d'intérêt que microphone. tu présentes en fait. Parce que lors de l'application, tu dois montrer, vous m'écoutez? Oh. Non, on t'a perdu. On a, Vous arrivez à m'écouter? on t'écoute pas Oui, très bien. maintenant, oui. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Le son est, Vous le son est entrecoupé. m'écoutez? Le son coupe et puis ça revient quand tu nous demandes si on t'écoute. Vous arrivez à m'écouter? En tout- Ok. Je vais essayer. Ou peut-être, Ok, quand peut-être, le roi est en Vous train m'écoutez? d'arriver, oui, peut-être avec le je peux. téléphone, c'est difficile avec le computer. Peut-être, Oui. je crois que parfois le téléphone ça réduit mieux les données, donc je crois que c'est plus facile peut-être aussi. Donc, le Vous temps que arrivez le roi vous se... m'écoutez? Je voulais faire une suggestion aussi. Peut-être qu'il faut désactiver toutes les vidéos. Ça va alléger un peu la bande passante. Oh, Ok. Si oui, c'est une option, en tout cas, bon, ça pourrait peut-être alléger. On peut essayer. Ouais. oui, essayons, bien sûr. Ok. Vous arrivez à m'écouter? Oui, on arrive Oui, à... on arrive à t'écouter maintenant. C'est parfait. D'accord. Merci, Yaya. Donc, comme je disais, qu'est-ce que je disais même? Oui, Voilà, Tu nous il disait parlais par tantôt, rapport au scholarship et ouais, en il disait réalité, on tantôt veut que, juste connaître que qu'est-ce que est le MEC scholarship, pas vraiment les réalités du MEC scholarship. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce hmm, que ils veulent? Qu'est-ce que hmm, ils payent? ok, Qui est éligible? ouais, ok. Next scholarship, c'est Minister of Education, Science, and Technology Scholarship. Euh, c'est une bourse que le gouvernement du Japon offre aux étudiants internationaux qui viennent dans le pays. C'est une bourse qui peut s'obtenir de deux manières, soit de manière of University Recommendation ou de manière of Embassy Recommendation. Concernant la procédure que j'ai suivie, qui est celle de l'ambassade, la bourse se fait en plusieurs étapes. Je pourrais dire pratiquement 5 étapes. La première phase, c'est la phase de dépôt de dossier. La seconde phase, appelée first screening. Et puis, vous venez faire les examens. Après les examens, vous faites l'interview. Après l'interview, vous avez les résultats de first screening, qui veut dire que, en fait, vous avez eu le funding de la bourse. Et puis de là, donc, vous devez maintenant chercher les universités vous allez faire votre programme. Donc, là, maintenant, vous devez contacter les professeurs des universités, puis, genre, avoir ce qu'on appelle letter of acceptance, qui dit que le prof, en fait, parce que l'éducation au Japon, pour la plupart des universités, c'est research-based. Donc, lorsque vous venez dans une université, en fait, il doit avoir un petit garant de vous, donc, avec qui vous devez travailler. Et lors de la procédure donc, de acceptance, vous devez contacter donc peut-être un professeur par université. Vous pouvez contacter au plus euh, deux universités par, par session. Et puis, lorsque vous avez une letter of acceptance, maintenant ils font une dernière vérification et puis résultats finaux. Et puis, pour le Japon, la bourse prend en compte votre billet d'avion, ça prend en compte toute votre pension, si on peut dire ça comme ça, en fait, les frais de votre étude au Japon pour le programme que vous allez faire. Ça prend en compte aussi, ça vous donne un stipend
de le niveau avec lequel vous venez, que ce soit bachelor, master, PhD. Le STEAM varie entre 144 000 et, je pense, 8 000 yens. Donc, dépendant du rate converti selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous avez à graduer et que vous devez rentrer dans votre pays parce que la bourse couvre le billet d'avion des frais de retour. Yeah, je pense. Voilà. Et donc, au Donc, départ, d'accord, au départ, tu disais qu'il y a deux possibilités pour postuler à la bourse MEX. Soit ouais. le University Recommendation, soit c'est l'autre option que tu vas essayer de nous... Donc, précise-nous Embassy. voilà, Embassy, merci. Donc, essaie de nous préciser encore ces deux possibilités-là, peut-être en anglais, pour que ceux qui Okay. nous écoutent puissent bien comprendre ce qui se passe. Et les deux possibilités All qu'ils right. So, ont. okay. So as I was saying, if you're applying for the next scholarship, you can apply through two ways. Is either you find your way through university recommendation or you find your way through embassy recommendation. If you apply to university recommendation, in that process, you have to apply for admission. And when you apply for admission, you still have to contact the professor. And if you are lucky to find a lab that will be your host and you get the admission, your folder is like sent to MEX for studies, and during that studies they can award you that scholarship. And in that case, when you get the admission, you actually get admission plus scholarship. That is the way to go through university recommendation. But now the point is that for some options you might not have the possibility to apply for university recommendation due to the fact that, for example, to enter inside most of the engineering schools, you have to take an entrance exam. So usually they cannot give you that scholarship because they are not yet sure that you pass the exam. But now talking about the embassy recommendation, which is a process that I took, in this process you just have to submit your files. Like there is a set of documents that they are asking, requiring your transcript, your certificate of results, your English proficiency test. Whether you are coming from an English university, I think you can get that English proficiency test from the university. In another case, you might have to do a test like the IELTS or the TOEFL. And when you compile all those files, submit them to the embassy. The embassy are in charge to take your file and they send all the files to Japan. So the first screening of documents is not made in your country, actually. It is made in Japan. And then from that screening of documents, shortlisted candidates are called, or maybe they are mailed that, okay, you have been shortlisted, and then you have to come and take an entrance exam. The entrance exam, if you're coming for graduate program, I think is English and Japanese language. Those are the only two tests that you are taking. If you are coming from an undergraduate program, you have to take mathematics, physics, English, and Japanese because it's more, I can say it's more tougher to get undergraduate or College of Technology scholarship because usually what the government of Japan, I can say predict is that you might take your studies till graduate level. So they might have to fund you from your undergraduate till you get PhD, which is actually very young. So usually they take very few candidates for those kind of programs. Now, if you have succeeded in the test, you have now the next stage, which is your interview. During interview, most of the time, they will be focusing on why do you really want to study in Japan? Why do you think Japan is the best place for your studies? What will your project affect like in terms of the cooperation between Japan and your home country? And then they want to really know what motivates you to go to Japan or if you have other options. So that's basically what is happening in the interview. And after the interview, you have the result of what they call the first screening. And when you have those results, the next stage now is to apply for university. Actually, what those results means, it means that you already have the funding. So your money is already there. But you cannot give you that money physically. So you need to have a university that will be like your host, and then you go and conduct your research and whatever you'll be doing in Japan. So now, what you do is that you have to contact universities. Usually, you have to contact professors, and when you get an acceptance, the professor will give you an acceptance letter, and then from that acceptance letter, you go and submit it back
to the embassy. And lastly, they will do another screening. But usually, I think most people who have letter of acceptance get admitted, apart if maybe they have discovered you are lying something or you are doing fraud. But usually, when you get your final acceptance letter, it means that you have already gotten the scholarship. So you just wait for the final results. And when the results are out, they process your visa free. And usually, I think if you are from Cameroon, the visa takes 2 days. 24 hours. Yeah, it takes 24 hours. So you just come, you drop your passport, the next day you come and take the visa. And then they plan your flight, everything is taken care of. They just give you the ticket and then you just go and board. And yeah, you get to Japan. Usually they also ask you to have like maybe $2,000 because your scholarship statement will start to be available from the next month. So usually the first month is you're actually on your own, and then the next month you start receiving your statement. So I think that's all. Okay, and there is a difference between the MEX Japan scholarship and the DREST scholarship. Well, the JICA, Yeah, GICA. yeah, yeah. Yeah, there is a clear difference between MEX scholarship and JICA scholarship. JICA is also in Japan, and it's a program where you can also study for master's or PhD. But the main difference between both is that JICA is mostly for just your program. So most people that I've met from JICA usually were civil servants in their home country, and usually is that they just came maybe to acquire some further specific thing, and then you have to go back to your country actually to implement what you have acquired. But in MEX, you can actually start from undergraduate, for example, and go to your PhD, and you are funded throughout all the program. So, but you will have to like meet some requirements at each stage, but actually you can get there. So the main difference that MEX usually allows you to like further your studies, and they still keep like extending the scholarship till you finish. And also there is not a particular must that you must go back to your home country, apart if maybe you decide so, or if maybe you don't have any other thing to do in Japan after your graduation. So yeah, I think that's the main difference. But JICA, usually when you finish your program, you have to go back to your home country because it's like an agreement that you have signed that, okay, I want to study in this because it will be helpful to my country, and this, and they fund you, and then when you finish, you have to go back and actually do whatever you want to do back to your home country. So what about the documentations? Which document do you like? If we are going through, let's go with the procedure that you master best. If you are going through the embassy approach, Mm, which document do you drop initially, and when first of all do we need to start preparing these documents? Because you told us initially that mm. that you had to prepare and you had to plan. So when does this scholarship open, and which documents Um, are required at the embassy? Usually the scholarship opens from February till around the end of April. That's usually the period to go and drop your document. Yeah, from February to around end of April. And the results, I mean, all the procedure to the final result takes like 1 year. So if you apply, for example, the coming session, which is 2025-2026 academic year, you get to Japan in 2026 April or October, depending on your intake. So for the documents, I think depending on the level which you're applying, usually makes there is like you will see there's College of Technology, there is undergraduate, and then there's research. Research are usually graduate program. It can be masters, it can be PhD. College of Technology is undergraduate program, but it's undergraduate program for people specialized in STEM field, that is engineering, mathematics, and yeah. So it's usually for people who want to do engineering. That's mostly the people that go to College of Technologies. And then there are people that do undergraduate, which now you can go and study maybe mathematics, physics, any other field. And then there's also special training program where maybe you come and study maybe 2 years to get a skill in something. Or
you can maybe you are doing maybe this poetry, or I don't know, this art related field, and then you want to further your studies, then you can go for the special training program of MEXT. Yeah. Which So for documents? the Which documents, documents? mainly I think you need to have first of all, the first recommendation that I can give to anybody is to read. Like anything, everything about makes is available. It's very long. Like the file that talks about the requirement is actually very, very long. But when you read detailedly and you have like your workbook that you're like noting, you see that everything is there. Okay. For the procedure that I took, was the procedure of research students, what you need first of all to meet the minimum GPA, which is 3.0 on 4 GPA. That's the minimum that you need to have. First of all, if you don't have that minimum, I don't think you can get the scholarship, apart if you have like some other things like maybe your social work, some other things that can justify that, okay, apart from school, you were also doing something out that will help in your community somehow. But if you have, okay, let us say you have the minimum requirements of the GPA, which is 3 point, I think it's 3.0. Yeah, I'm saying No, but 2.20. you said this Anyway, is for the let me research just, program. Yours is the research program. Yeah, yeah, explain the research program. yeah, If it's research, it's three yeah, point. If it's not research, you can 2 point something can go. yeah, yeah. So if you have the minimum GPA requirement, and then you you have your transcript with you, you have your attestation of results, you also need to have a certificate. You also need to have a certificate, attestation of result, transcript, recommendations letter, which is very important. If you read the document, you'll see that usually they ask you to have both academic recommendation and professional recommendation. But the professional recommendation is like in the sense that if you don't have it, there is no problem. But it is something that if you have it, you have more value. So if you have like academic background, then you have worked before, it's always good to like have both recommendations. And then you have to feel like I think 4 forms. Like there are forms that you're explaining like your background. You have to have a minimum of 16 years of studies, and then you explain your background, where you're coming from, the type of family, everything. You give all those details. There's another form where you have to like write about a research project that you do, and then you have to explain the impact of that project in your country, in your community. There's another form where you explain now what would be the benefit of you studying in Japan, and how will those study relate back with the cooperation between Japan and your home country. So what they really want to know about this application is how impactful will your study contribute to the relationship between your home country and Japan. So when you meet all those targets, I'm sure you'll be shortlisted at least for the document screening. Then the rest of the procedure just depends on your performances, because it's not like they are biased, or because every time you always see them, like even if you get to the interview, they just have papers and then they are marking. It's like they have a set of questions, they have a set of answer that they are expecting, and at each point in time, they just give you some marks, they just give you some marks, they just give you some marks, then you just do the count, and this guy is the one that got it, and that's all. Okay. So I don't know if I explained Donc, everything. ok, donc voilà, en fait, donc si on comprend très bien, euh, tout dépend en réalité d'abord, premièrement, du niveau que tu as en fait dans tes résultats, parce que tu as insisté beaucoup plus sur tu as aussi beaucoup insisté sur les GPA, et donc c'est-à-dire les notes. Donc, que fait donc un étudiant, par exemple, qui n'a pas de très bonnes notes, mais qui souhaite tout de même postuler? Sur quoi il doit maximiser? Est-ce qu'il doit maximiser sur son CV? Est-ce qu'il doit maximiser peut-être sur une recommandation de l'université? Qu'est-ce qui peut être un moteur pour lui s'il n'a pas le minimum requis comme
comme note. Ou alors, ce minimum-là est obligatoire. Au cas où, s'il n'y a pas ce minimum-là, il ne va pas passer. Qu'est-ce que tu peux Bon, conseiller à l'étudiant, par exemple, qui est dans ce cas? bon, en fait, euh, comme je disais tantôt en anglais, le, le requirement est important, vous voyez. Mais Mm. le truc, c'est que même le requirement n'est pas si élevé que ça. Par exemple, on a regardé le document, il demandait 2,3 sur 4. 2,3 sur 4, si elle est converti sur le système francophone, c'est environ 13 à 14 de moins. Et ce sont des notes qui sont possibles à avoir. La vérité, c'est que du peu que j'ai eu à être avec les Japonais, je sais que ce sont des gens qui sont vraiment pragmatiques et ce sont des gens qui sont aussi rigides. Donc, lorsque il y a un truc, comme on dit, requirement, c'est souvent bien d'être au moins, si c'est que tu sais que tu as 2,3, Mhm. tu peux appliquer, tu vois. Parce que tu n'as pas besoin d'être trop loin, mais at least you have that minimum. Not usually very stiff, mais si c'est que tu as ce minimum requirement, tu sais que, OK, je suis déjà dans l'intérieur. Maintenant, d'autres facteurs qui peuvent jouer en votre faveur, par exemple, l'expérience professionnelle que vous avez, le genre de projet que vous avez à travailler avant, même le projet que vous proposez en fait. Parce que on lit tous vos documents, déjà, on scrute les documents que vous avez envoyés, on lit dites ce que vous voulez faire, pourquoi est-ce que vous voulez le faire, quel est l'impact de ça sur votre communauté. Parce qu'au final, en fait, c'est comme un programme qui veut faire en sorte de créer l'élite qui peut venir aider la communauté à se développer. Donc, lorsque vous avez un bon project plan aussi, ça joue beaucoup en votre faveur. Lorsque vous avez une bonne expérience professionnelle, ça joue beaucoup en votre faveur. Parce qu'on va savoir que, OK, vous n'êtes pas juste parti à l'école, mais vous avez eu à contribuer, vous avez eu à travailler et c'est appréciable. Donc, on va Mm. dire que peut-être vous n'avez pas la meilleure note possible, mais vous avez aussi eu à contribuer ailleurs que en faisant juste de bonnes études. Donc, tous ces facteurs-là jouent, en fait. Tous ces facteurs-là jouent. OK. Et pour un étudiant, par exemple, qui a une licence technique, évidemment plus précisément une licence provenant de l'INSET, for example, de Advanced Teachers Training College Training. for Technical yeah, Education, Ouais. est-ce que cet étudiant peut postuler à la bourse niveau master, par exemple, en computer science? S'il a eu son diplôme de l'INSET en computer science, je pense qu'il peut postuler en computer science. Ouais. Mais OK. juste qu'en fait, lorsqu'il va postuler, il va venir dans un programme de recherche relié. Donc, on va pas, il va pas peut-être faire son teacher training. Je pense il y a aussi les teacher training programmes, actually, pour MEX aussi. Mais s'il veut postuler du genre master, ça sera un master de recherche en fait. OK, OK. Et les language requirements, dis-moi un peu les language requirements pour un francophone, Euh, ça ne va pas pour un déranger. francophone, il faut avoir le IELTS ou le TOEFL. Au moins 6,0 pour le IELTS, je pense. Et il y a 6,0 pour le IELTS. Pour un francophone, il faut au moins savoir ça. Mais si vous êtes un francophone et vous allez fréquenter des universités anglophones, c'est un avantage pour vous parce que l'université anglo-saxonne dans laquelle vous allez fréquenter peut vous octroyer déjà un document de proficiency. Et vous pouvez utiliser ça, même si peut-être vous n'avez pas le niveau, mais au moins vous avez le document qui prouve ça. Donc, c'est aussi un avantage. Donc, Mais ils ne sont pas aussi rigides sur... En fait, si vous avez le document de language proficiency, c'est tout, c'est bon, mais vous allez toujours composer encore English. Donc, après avoir soumis tous les documents là, il y a encore l'épreuve d'anglais qu'on compose toujours pour tout le monde, en fait. Donc, ouais. il va falloir se préparer en fait avant. Ouais. Et ils ont des past questions qui sont souvent disponibles aussi sur le site de l'ambassade. OK. Donc, supposons donc qu'on a réuni tous nos documents et que Ouais. on les a déposés. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a d'abord peut-être soit un examen avant, par exemple, l'interview, ou alors comment ça se passe et quels sont les délais, et évidemment, entre ces étapes-là. Et à quel moment Ouais. donné, on est sûr que, voilà, on est à la fin du processus, on a réussi ou pas. OK. Comme je disais tantôt, le conseil majeur qu'il peut donner à toute personne qui va appliquer MEX, c'est d'aller lire. Il Mhm, y a un file qui est comme guideline. Je pense que c'est un document d'à peu près une vingtaine de pages. mhm. Ouais. Si vous lisez complètement, en fait, on explique dans C'est disponible online, n'est-ce pas? oui, c'est disponible online.
c'est disponible online. Make OK. Scholarship Guideline. Peut-être si vous l'appliquez peut-être pour undergraduate, just write Make Scholarship Guideline for undergraduate. Et puis vous allez voir le document. Donc, lorsque vous avez lu le document, en fait, on vous explique toute la procédure et toutes les étapes parce que c'est une procédure qui a des étapes de procédure. Et parfois, ça peut être stressant parce que vous ne savez pas quand est-ce que tels résultats seront disponibles. Lorsque c'est disponible, qu'est-ce qu'on fait? Ceci, ceci, ceci. Donc, il faut vraiment prendre le temps et vraiment lire minutieusement le document. Et puis, euh, voir, en fait, vous pouvez arranger comme un chat ou peut-être propre à vous-même où vous avez déjà tous vos deadlines. OK, de telle période à telle période, voici ce qu'on fait. De telle période à telle période, voici ce qu'on fait. De telle période à telle période, voici ce qu'on fait. Et puis, vous allez juste suivre ça au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arrivez à la phase finale. Mais la phase finale, c'est souvent en février de l'année d'après que vous avez appliqué. Donc, ça prend généralement un truc comme un an pour avoir un résultat définitif. Et puis, vous allez juste faire votre visa et voyager. D'accord. Et à quel moment enfin, on reçoit la lettre de félicitations pour dire qu'on a réussi le processus ou alors comment ça se passe? En Je fait, vais dire, si vous avez, après, si vous avez suivi toutes les étapes, parce que c'est un processus qui élimine au fur et à mesure. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et puis mhm. vous recevez euh, les résultats du second screening, déjà vous avez eu l'université qui vous a accepté et puis l'ambassade qui a validé, vous allez recevoir un document qui certifie que ok, vous avez eu la bourse fixe. Après avoir reçu ce document-là, je pense que vous aurez au plus un mois pour valider. C'est généralement en fin février que vous recevez ces résultats-là. Et puis le voyage se fait au début avril. Ouais, début avril. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et euh, pour toi qui es passé par ce processus-là et finalement tu as eu aussi les informations par rapport à tes amis qui ont postulé et tout, pour toi, quels sont les éléments important à retenir dans le processus et qu'est-ce, quel conseil tu peux donner à un étudiant qui se lance dans la procédure? Sur quoi il doit vraiment s'attarder, sur quoi il doit insister, sur quoi il doit performer? D'après tout ce que un peu, donne un peu des conseils en fait pour l'étudiant qui va se dire, OK, j'ai compris ce que les guidelines, je pense que j'ai la possibilité de pouvoir réussir ce programme, mais maintenant, je veux j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que toi, tu peux donner actuellement comme aîné qui est passé par là, qui va faire la différence entre tes conseils que tu vas lui donner, son application et peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas ces informations-là. Sur quoi il doit réellement insister? Selon Ok. toi, quels sont les conseils que tu peux lui donner? Bon, pour un étudiant qui a déjà eu à lire le guideline et tout, et qui sait qu'il a les requirements pour pouvoir appliquer, les conseils principaux, c'est de beaucoup stresser sur euh, le projet que vous proposez, en fait, et l'impact que le projet aura dans votre communauté, quelle qu'en soit la filière que vous décidez de faire. Il faut juste vraiment montrer et montrer pourquoi est-ce que le Japon, en fait, c'est le pays le mieux placé pour vous pour faire cette genre de recherche. Le truc, c'est que c'est pas comme si vous allez effectivement faire cela parce que dépendant des universités à laquelle vous arrivez, vous aurez peut-être à changer votre plan de recherche selon le professeur avec lequel vous travaillez. Mais le projet, là, en fait, c'est pour montrer à quel point vous voulez contribuer, en fait, pour votre société. Et puis, une étape qui est souvent beaucoup cruciale, c'est l'interview. L'interview, généralement, c'est lorsque vous avez eu à passer document screening et faire l'examen, et puis on vous demande de venir faire l'interview. Généralement, normalement, c'est supposé, si vous arrivez déjà à l'interview, normalement, c'est supposé que la bourse peut déjà être disponible. Mais souvent, ce qu'ils font, c'est qu'on vous demande des questions qui sont intrigantes. Par exemple, on va vous demander à savoir si vous planifiez apply pour d'autres bourses. C'est une question qui a l'air de rien, mais c'est une question qui défavorise selon la réponse que vous donnez. Parce que si vous montrez en fait que vous avez d'autres choix, alors mec, ce n'est pas votre choix. Ouais. Et il y a quelqu'un d'autre quelque part qui a plus besoin de cette bourse que vous. Même si vous avez déjà d'autres possibilités ou bien vous prévoyez faire autre chose, c'est toujours mieux de rester sur votre ligne, c'est-à-dire de focus on next and then you answer accordingly. Parce que si vous décidez, par exemple, j'ai discuté avec un étudiant
avec qui on a eu à travailler, puis il est arrivé jusqu'à la procédure de l'interview. Mais il a été retenu là-bas. Lorsque la période de l'interview arrivait, il avait eu aussi à dire, OK, ben, qui ne donnait pas qu'il a eu ce genre de question, il ne m'avait pas. En fait, la période de l'interview a disparu, il est juste venu après. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a raconté le sourire, il a dit, OK, tu n'as pas besoin de mecs. Tu n'as pas besoin de mecs. Parce que mec, c'est pour celui-là qui se dit que le Japon, en fait, c'est le pays le mieux placé pour lui pour partir faire ce qu'il a à faire. Et si tu as d'autres options, alors ça sert à quoi venir au Japon? Donc, on va donner la priorité à ceux qui veulent vraiment venir au Japon parce qu'ils pensent que le Japon, c'est en fait le pays le mieux placé pour eux d'étudier ou de faire en fait d'autres travaux de recherche. Donc, je pense que c'est une étape à beaucoup prendre en compte qui est l'interview parce que ça a l'air d'être un truc simple. C'est à peu près 10 minutes. 10 minutes, c'est juste pas beaucoup. 10 minutes. Vous venez là et puis 10 minutes et c'est tout. Mais c'est vraiment impactant sur l'avenir de votre bourse en fait. Et l'interview se fait en quelle langue? Est-ce que c'est l'anglais ou alors c'est Ah, le Japon? Est-ce que... l'interview. L'interview, si vous êtes Camerounais, l'interview se fait en toutes les langues, français, anglais, japonais. Mais généralement, on ne stresse pas beaucoup sur le japonais parce qu'on considère que ok, vous allez apprendre lorsque vous allez venir. Mais si vous êtes Camerounais, encore, comme je dis, euh, vous devez savoir vous exprimer en les deux langues. Parce qu'on va vous poser des questions en les deux langues. Donc, vous devez être capable d'expliquer votre projet, que ce soit en français comme en anglais. Vous devez être capable d'expliquer vos raisons et généralement aussi vos motivations. Pourquoi le Japon? Parfois, vous pouvez parler, par exemple, de votre enfance. La plupart d'entre nous aimons les dessins animés et tout. Donc, tous ces trucs-là, que ce soit les appareils, les équipements, tout ça, en fait, vous devez montrer, en fait, pourquoi pourquoi le Japon, en fait? Pourquoi le Japon? Donc, c'est la question là, en fait, qu'on veut savoir. Et puis, si vous êtes un bon citoyen, parce que vous ne pouvez pas être dans un pays qui est bilingue et puis vous décidez que c'est telle langue que je préfère et puis je ne préfère pas celle-là, alors que vous avez des gens qui peuvent vous parler les deux. Donc, comment est-ce que vous vous démarquez? Il y a tout cela. Et puis, peut-être vous allez peut-être apprendre euh, Basic Japanese, comment on salue, comment on se tient. Et puis, vous finissez, vous dites merci en japonais, par exemple. Juste comme ça, on va dire, OK. Et au moins, il montre qu'il veut vraiment venir là-bas. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui peuvent jouer en votre faveur aussi. Okay. And imagine, I mean, if, for example, we have a student that he has a kind of maybe master degree, let's say, and he wanted to apply for the two program, like a master program and a PhD also for them to get the MEX scholarship. So, do you? I mean, do you recommend him to apply for the bot program, or maybe he has to choose one instead of because at some point we want to increase our chance to get a scholarship. You say, right? So sometimes you can feel okay. I have my master degree, but my master that I have, maybe I got in Cameroon, for example. Uh, Yeah. I'm not sure that if I apply directly for a PhD to get a next scholarship, I will get it. So maybe I can apply for masters and PhD at the same time, and then see in which program they will pick me. So do you recommend a student to do this, or you have to just choose one? I think the problem with that is you cannot apply for both at the same time because you have to take the exam on the same day. On the same day. So if you have like two files, it means you'll be called for the two, like the day that we had exam, both masters and PhD were research programs. So all of us were just in one room, and then undergraduate students were in other rooms. So if you're applying for both programs, it means that you have submitted two files. So you have two positions there, but you will just be able to apply actually for one. So Yeah. if you want to apply for both programs, what I can recommend is for you to apply for university recommendation and for embassy recommendation. So there you can increase your chances. Then you decide which one you decide to apply maybe for PhD and the other one you decide to apply for masters. But what I think is that you cannot apply for
master's and PhD through embassy recommendation because you have to take the exam on the same day. You have to take interview on the same day. Yes, like if you can, I don't know, it's not just possible. So you have to decide on what you want to apply and then you just focus on that. If you apply, for example, for PhD, I think you have maybe to have published before because most professors might not take you if you have not published before and then you want to come and do PhD. But if you have already a master and you decide to apply for another master, I think it's more likely to be feasible for you. Okay. So, yeah, so you can also, like you said, like, okay, maybe for the embassy recommendation process, I can apply for PhD, and for maybe university recommendation, I can apply for master's, right? Yeah, you can do it. Yeah. Yeah, okay. So for the same, like for the embassy recommendation, I can Yeah, only apply either to a master's or PhD. yeah, For the university is recommendation, the same thing, master or PhD, not both yeah, of them at the same time because yeah, of yeah, the interviews issue. yeah. Uh, But yeah. it might change. So that was doing our own application. So sometimes in some countries, for example, usually they split it. So some people, for example, can apply for undergraduate sometime and they apply for masters sometime. So maybe because the exam of undergraduate is a different day and the exam of masters is a different day, so you can apply for both programs in those cases. But if they join everything like that, everybody has to come and write on the same day. It's just not possible for you. So you have to read clearly how the program will be unfolding during your year of application. So yeah. Oh, yeah, okay. And is someone ask a question? Quelqu'un te pose une question de savoir si quels sont les différents cursus et les filières disponibles selon évidemment, tes informations que tu as par rapport à ça. En fait, toutes les filières sont disponibles. C'est juste ce que vous, en fait, vous voulez étudier. C'est pour ça qu'on demande d'avoir un projet, parce que le projet va orienter, en fait, le département dans lequel vous allez vous retrouver. C'est pas comme si c'est un programme où vous allez venir étudier dans des salles de classe. Vous allez le plus souvent travailler sur un thème de recherche durant tout votre parcours là-bas. Donc, les salles de classe et les cours sont juste complémentaires, mais en fait, ce que vous faites principalement, c'est travailler sur un sujet de recherche. Que vous fassiez master ou PhD, vous allez travailler sur un sujet de recherche et euh, vous développer dans ça. Donc, et en fait, ils font la particularité dans la spécialisation. On ne veut pas que vous soyez dispersé et tout. Et tout, on considère que si vous avez, par exemple, eu un bachelor, ça veut dire que vous avez au moins un background à peu près beaucoup de choses. Donc maintenant, si vous voulez faire, par exemple, un master ou un PhD, ça veut dire que là, maintenant, vous décidez de vous focaliser sur une chose et puis vous faites juste cette chose-là. Donc, c'est pas plus la filière, mais c'est plus le professeur, en fait, qui va euh, travailler avec vous. C'est ça qui importe le plus parce que lorsque vous avez un professeur qui est garant de vous, vous pouvez être dans n'importe quelle filière, mais vous allez pouvoir étudier. Ok. Pérez? Oui, je suis là. Je vous Yeah. écoute. So, OK. Donc, revenons un peu sur l'étudiant qui, pour toi, par exemple, ça, Ouais. c'est ton avis personnel donc, que j'ai besoin ici. Revenons à l'étudiant qui a son master et justement qui hésite à postuler soit pour le PhD, soit pour le master. Qu'est-ce que tu lui demandes de faire? Parce que tu as donné une information importante qui était la suivante. S'il veut postuler pour le PhD, l'idéal pour lui serait quand même qu'il ait déjà travaillé sur, enfin, et qu'il y a eu une publication ou voilà, ou fait des travaux de recherche où on peut voir vraiment qu'il est à fond dedans. Et ça va permettre d'augmenter ses chances en fait d'être sélectionné pour le PhD. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas fait ça, ce pas-là, tu lui conseilles Ouais. de refaire un second master ou alors de tenter sa chance pour le PhD. Bon, en fait, pour quelqu'un qui n'a pas encore eu à publier et tout, il peut toujours tenter sa chance sur le PhD, mais du peu que je sache, ce sera vraiment difficile parce que selon les professeurs, parfois les exigences sont beaucoup corsées, et même parfois à l'université. Donc, s'il arrive même par exemple à être admis, il peut ne pas pouvoir graduate on time. Et s'il ne graduate pas on time, ça veut dire que le scholarship s'arrête et puis tu vas devoir te chercher toi-même. Donc, le mieux pour lui, s'il connaît déjà ce sur quoi il veut travailler, en fait,
il pourrait juste recommencer son master et puis il fait tout le possible en fait pour avoir déjà le niveau de telle manière que je connais comment on avance en conférence, je sais pas, je connais comment on fait un poster, je connais comment on présente un travail de recherche. Et puis, lorsqu'il arrive en PhD, c'est juste une continuité en fait de son master. Parce que, en fait, Mex peut toujours sponsoriser de son master à son PhD, donc il ne paie pratiquement rien. Et c'est juste qu'il va juste devoir mettre son minimum requirements et puis montrer en fait qu'il veut vraiment faire le PhD. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Un autre auditeur nous pose une question de savoir si nous sommes, par exemple, étudiants au niveau 2, ingénieurs, Ouais. et que nous avons un projet axé sur l'électronique et le magnétisme, par exemple, Ouais. est-ce qu'on doit choisir un cursus de master ou de doctorat, selon ton point de vue? Dépendant de ce que vous faites, premièrement, vous ne pouvez pas entrer dans un programme de doctorat si vous n'avez pas encore eu un master et si vous n'avez pas encore eu euh, à présenter des travaux de recherche consistants. Mais ceux qui font, parce que je connais aussi un étudiant avec qui nous sommes venus, il était aussi déjà étudiant en faculté, école polytechnique, et en fait, il est revenu à College of Technology. College of Technology, en fait, c'est undergraduate, mais vous ne commencez pas vraiment au niveau 1. Vous commencez comme au niveau 3, ouais, au niveau 2 ou au niveau 3, un truc comme ça, en fait. Et Mhm. puis, après ça, donc, vous pouvez entrer à l'université pour avoir un bachelor, déjà 1 an, et puis vous pouvez entrer en master et tout. Donc, le mieux pour quelqu'un qui a déjà peut-être commencé son programme d'ingénierie et puis qui veut venir au Japon, c'est d'appliquer pour un programme de College of Technology. Je pense que ce sera le mieux pour lui parce qu'au moins, il a déjà les bases de l'université. Il a déjà quand même un niveau, déjà, il connaît comment l'ingénierie fonctionne et puis il revient dans une école en fait qui va axer plus sur le côté pratique. Donc, ça va lui permettre en fait de devenir encore un peu plus pointu dans ce qu'il fait déjà. OK. Et donc, revenons maintenant sur... on a un peu compris un peu le principe de comment ça se passe. Pour ton expérience personnelle, lorsque tu as donc obtenu ta bourse, quelle était l'étape suivante? C'est-à-dire que, voilà, comment tu t'es préparé pour ton voyage? Lorsque tu as, enfin, quelles étaient les conditions? Est-ce on t'a accueilli à l'aéroport? Explique, mène un peu dans le bain je suppose que Bon, tu vas être très content quand tu as reçu bon, ta lettre d'invitation. non, mais Qu'est-ce qui s'est passé? en fait, dépendant de l'université dans laquelle vous partez, vous pouvez peut-être être accueilli ou pas, mais MEX en lui-même n'accueille pas. Donc, lorsque vous avez votre bourse, en fait, toutes les prochaines discussions se font avec l'université. Donc, par exemple, dans mon cas, l'université m'a dit, OK, il faut choisir ton dortoir. Nous avons 3 dortoirs et puis on t'envoie les prix et puis tu choisis dans quel dortoir, par exemple, tu vas être. Et puis, ils m'ont dit, et puis j'ai dû contacter le docteur. Le docteur m'a dit, selon le jour que tu arrives, nous ne serons pas disponibles, donc tu vas devoir être logé à l'hôtel. Et dans ce cas-là, je suis parti recontacter l'université pour leur dire, OK, voici la réponse que le docteur m'a donnée. Et ils ont fait l'arrangement avec l'hôtel. On m'a donné les coordonnées de l'hôtel. Et puis, le jour où je suis arrivé pratiquement, il était minuit ou presque. Et puis, il faisait froid, il pense. Mais ils te demandaient en fait à l'aéroport, et je suis en train de vouloir partir à tel hôtel. Comment est-ce que je fais? Ils m'ont indiqué, je suis parti. Il y avait le bus de l'hôtel qui est venu me prendre, me déposer devant l'hôtel. À l'hôtel, juste te montrer en fait l'email que l'université m'avait envoyé. Et puis, ils m'ont présenté ma chambre, c'était tout. Et puis, euh, après cette période de 3 jours, j'étais à l'hôtel. Euh, En fait, dans mon laboratoire, lorsqu'il y a un nouvel étudiant, et tu as ce qu'on appelle un tuteur. Donc, dans Mhm. mon université, tu as un tuteur qui est comme celui en fait, qui te présente en fait, tous tes procédures. Un étudiant comme toi, mais c'est un étudiant japonais. Et en fait, il est comme ton guide pour te montrer tout ce que tu as fait. Et puis, il avait déjà toute une liste des choses qu'on devait faire. Et puis, tu n'as rien à faire. Tu as juste à suivre. Tu le suis juste et puis tu peux faire ce que tu as fait. Et c'est tout. C'est pas toi qui va peut-être partir au World Office pour euh, regarder les procédures de comment est-ce qu'on est citoyen au Japon et tout. Et en fait, ils ont déjà tout préparé, tu suis juste la procédure et c'est tout. OK. Et comment tu as fait pour sélectionner l'université dans laquelle tu voulais aller? Je veux dire, quels étaient les critères de ton choix? Parce que tu vois, le Japon, il est vaste, tu vois. La bourse, comme tu Ouais. l'as
expliqué très bien. Elle est indépendante en fait, en ce qui concerne la procédure, quoi, elle est indépendante de l'université. Est-ce que dans le processus de la bourse, est-ce qu'il y a une liste des universités qu'on propose et qu'il faut choisir? Et pour toi, quel était le choix de ton... Parce que je suppose que ce dont tu fais actuellement, si, il y a aussi des universités qui font dans le même field, le même domaine, mais pourquoi particulièrement l'université dans laquelle tu te trouves actuellement si? Donc, quels étaient tes critères de choix? Comment tu as fait pour choisir? Ok. Titre personnel, en fait, lorsque vous appliquez pour Next, vous pouvez sélectionner pratiquement n'importe quelle université. Mhm. Mais sélectionner une université, c'est pas ce qui compte, c'est avoir fait la lettre d'acceptance de cette université-là qui compte. Plus de deux universités à la fois. Vous pouvez contacter plusieurs professeurs d'une même université, mais vous ne pouvez pas contacter deux universités à la fois. Et généralement, on demande d'avoir deux lettres d'acceptance ou en- en- dans le cas de défaut, au moins une lettre d'acceptance. Mais il peut arriver les cas où vous n'avez aucune lettre d'acceptance, et c'était mon cas. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est pour ça qu'il demande beaucoup aux étudiants de lire parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment troublant. MEX prévoit que dans le cas où vous n'avez pas, par exemple, de lettre d'acceptance dépendant de... C'est passé. Mhm. Parce qu'il y a une période limite que vous devez avoir les lettres d'acceptance et puis soumettre à l'ambassade. Mais si la période là passe, en fait, maintenant vous devez juste choisir des universités de manière arbitraire, mais vous devez choisir des universités que vous n'avez pas d'abord au préalable contacté ou qui ne vous ont pas refusé précédemment. Dans mon cas de figure, j'ai eu à contacter certaines universités, puis les professeurs partaient en retraite, ou alors les professeurs ne travaillent pas sur quoi ils voulaient travailler, et ils n'étaient pas flexibles, déjà, c'était déjà, je travaille ici, donc c'est que tu veux travailler ici, il n'y a pas de problème, mais moi aussi, je n'étais pas flexible parce que c'était déjà, je ne veux pas vraiment faire ça. Donc, j'ai eu ce genre de cas de figure, et puis ça arrivait que je n'ai pas pu avoir la lettre d'acceptance au moment où il fallait avoir la lettre d'acceptance. Mais étant donné que j'avais eu à lire le document, quelque part, c'était écrit que si vous avez tel, voici ce que vous devez faire. Donc, j'ai appelé l'ambassade pour leur dire que, OK, voici ce qui s'est passé et tout. Mais j'ai sélectionné 16 universités-ci et puis c'est MEX qui va contacter les universités en fait en votre faveur. Lorsque MEX maintenant contacte ces universités en votre faveur, si le professeur que vous avez contacté, parce que lorsque vous contactez une université, en fait, ce n'est pas l'université que vous contactez, c'est un professeur dans cette université-là. Donc, si le professeur, en fait, voit que vous êtes un candidat qui peut venir dans son laboratoire, alors vous aurez, vous allez suivre la procédure avec lui et avoir votre lettre d'acceptance. Mais si c'est que aucun professeur ne vous accepte, en fait, vous perdez la bourse parce que euh, vous avez eu bourse, mais vous n'avez pas un professeur qui vous accepte dans son laboratoire. Donc, on peut pas vous donner cet argent-là comme ça, juste comme ça, parce que il y a pas, en fait, une continuité. Donc, pour un étudiant, je pourrais dire que ne focalisez pas votre recherche principalement sur les top universités. C'est vrai qu'on a toujours ça, on a toujours cette tendance-là que non, tu veux juste la meilleure université. Mais la meilleure université, par exemple, du Japon, peut être la meilleure université pour ce que tu étudies en fait. Donc, il faut principalement regarder en fait soit les meilleures universités dans votre filière et puis vous regardez le meilleur professeur même dans cette filière-là qui est au Japon. Mhm. Déjà, si vous voulez étudier par exemple, je ne sais pas trop quoi, chemistry ou bien je ne sais pas trop quoi, vous regardez en fait un professeur qui publie le genre de papier en fait qui peut vous intéresser. Donc, les travaux qu'il fait, c'est un travail en fait qui a travers ce que vous voulez faire. Dans cette mesure-là, vous savez quoi, que si vous arrivez dans ce laboratoire, vous allez pouvoir apprendre ce que vous voulez apprendre. Ne regardez pas juste que je suis dans telle ou telle université parce que au final, vous pouvez être dans la meilleure université du monde, mais si vous n'avez pas les meilleures conditions, principalement dans votre laboratoire, ça serait vraiment beaucoup difficile pour vous d'évoluer avec vos travaux. OK. Et maintenant, vous êtes au Qatar. Normalement, vous êtes encore étudiant du mec. Ça s'est passé comment? C'est une autre histoire. Non, en fait, Vous êtes parti pour un c'est exchange toujours, programme, vous êtes parti pour un programme, quoi. ouais, c'est une sorte d'internship et
c'est pas pour dire que c'est tout le monde qui a ça, mais c'est juste que mon laboratoire, en fait, fait des programmes d'échange avec d'autres universités. Puis, euh, on envoie parfois les étudiants pour partir étudier dans d'autres universités pour une sorte de programme of visiting research ou partir peut-être apprendre euh, une sorte d'expérience autre que ce que vous êtes habitué, déjà pour voir aussi comment les choses se font ailleurs. Donc, c'est un programme comme ça. Donc, si je te comprends bien, pour un ingénieur, par exemple, généralement, on va vous donner un master recherche. Tu ne vas pas aller pour un normal master. Parce que j'ai un ami, vous connaissez Francis, il est Ouais. parti pour un normal master et je ne pense pas que sa procédure était si compliquée. C'était plus ou moins avoir avoir admissions à l'université. Il ne devait même pas Yeah, contacter le yeah. professeur, il ne connaissait pas son professeur. En fait, Donc, si c'est pour le Research Masters, généralement, pour quelqu'un qui est ingénieur, on va l'envoyer sur un Research Masters. en fait, en fait, comme vous avez dit tantôt, ingénierie au Japon, en fait, c'est plus basé recherche parce que c'est un pays qui a déjà développé son industrie. Donc, en fait, les programmes de recherche sont plus basés sur l'optimisation, en fait. Comment est-ce qu'on fait mieux quelque chose? Parce qu'on fait ya pratiquement tout. Mais quelle est la meilleure méthode pour faire ci ou ça? Donc, les programmes de master, généralement, les étudiants ici, par exemple, depuis Bachelor Theory, troisième année Bachelor, ils commencent déjà les études de recherche, en fait, où ils doivent développer des méthodes pour peut-être optimiser une manière de contrôler ci ou ça, ou bien développer un nouvel algorithme pour faire ci ou ça, ou bien développer une nouvelle topologie de ci ou ça. Donc, en fait, ils travaillent dans le sens à améliorer les technologies qu'ils ont déjà. Et c'est pour ça que la plupart des masters en ingénierie sont research-based. Euh, Pratiquement tous ceux qui graduent, je peux dire, dans la plupart des universités. C'est vrai qu'il y a les training schools où on forme juste les gens pour partir travailler, par exemple, dans une facture ou quelque chose comme ça. Mais ceux qui font les programmes, par exemple, ou même si vous voyez un étudiant, par exemple, qui a juste un bachelor in engineering, avec qui il a travaillé sur un travail de recherche, en fait, pour avoir même d'abord son bachelor. Et puis, au fur et à mesure, master, pratiquement la même chose, le PhD, pratiquement la même chose. Donc, la plupart des degrés en engineering sont research-based. Maintenant, vous pouvez aussi appliquer pour autres programmes. C'est pour ça que ceux qui ne font pas, par exemple, engineering, c'est plus pratique pour eux d'appliquer pour University Recommendation. Parce que dans ce cas-là, lorsque vous avez admission, il y a vraiment beaucoup de grandes possibilités pour vous d'avoir la bourse. Mais si vous faites ingénieur, vous serez bloqué parce que vous ne pouvez même pas avoir admission sans passer par un examen. Et mec, c'est pas se porter garant de vous donner cet argent lorsque on ne sait même pas si vous avez réussi l'examen ou pas. Donc, c'est un peu plus complexe de ce côté-là. Donc, Et, de toute façon, ingénieur c'est plus difficile d'avoir un max ingénieur si tu passes par un admission parce que normalement, tu dois passer par le engineering exam. Et le Ouais, engineering exam est difficile, qui veut dire ouais, que tu dois passer ouais, plutôt de l'autre manière, ouais, ouais, contacter un professeur, le ouais. professeur va dire maintenant, telle personne est bon, on va travailler avec telle personne. Et lorsque vous voyez, par exemple, on a dit research student. Lorsqu'on Mhm. vient au Japon, on n'est pas encore étudiant. On est ce qu'on appelle research student. Ça veut dire que vous avez une période entre 6 mois et 1,5, euh, 1 1,6 mois, donc 1 an et 6 mois, pour pouvoir, en fait, avoir le statut de student. Donc, la période, c'est la période que vous êtes research student. Et puis, vous devez passer l'entrance exam de votre programme. Soit c'est master ou bien c'est PhD. Donc, vous avez entre 6 mois et 1 an, 6 mois pour pouvoir entrer dans l'université en tant que master student ou en tant que PhD student. Il peut arriver des cas de figure où vous échouez et puis dans ce cas-là, vous devez rentrer dans votre pays. Mais généralement, c'est possible que vous puissiez passer à votre entrance exam directement et puis vous commencez votre programme. Mais vous allez d'abord faire 6 mois où vous travaillez juste déjà les bases de la recherche, pour essayer de comprendre en fait comment le travail se fait au Japon. Et puis, vous devez maintenant passer entrance exam et puis commencer votre programme d'études. une question dans le chat, il demande ou elle demande, du moment qu'on a une admission en fait au MEX, on peut contacter n'importe quelle université japonaise, évidemment par la suite, évidemment, ou alors ça se passe à la même période, qui commence avant qui? Est-ce que c'est d'abord l'université qu'on contacte avant MEX ou alors c'est MEX avant l'université?
ou bien alors les universités sont proposées. Je crois que peut-être tu l'as dit quand tu présentais, mais peut-être la personne n'a pas été attentive. Et comment savoir quel professeur contacter pour demander, pour une demande d'accès? Ok. Bon, parfois, certains étudiants contactent des professeurs même avant de commencer leur procédure MEX. Mais généralement, ces professeurs ne répondent pas parce qu'en fait, MEX prévoit qu'il y a une période pour contacter les professeurs. Et c'est seulement les étudiants shortlistés qui peuvent vous contacter les professeurs. Ce qui fait en sorte que ce qui vient en premier, c'est document screening, exam, interview. Lorsque vous avez passé ces trois étapes-là, vous avez ce qu'on appelle first screening result. First screening result certifie si vous avez obtenu le funding ou pas. Dans le cas où vous avez obtenu le funding, maintenant vous devez contacter les professeurs. La période pour contacter les professeurs, c'est pratiquement 3 semaines ou un mois, un truc comme ça, entre octobre et novembre, un truc comme ça. Vous devez contacter les professeurs. Mais on vous demande de ne pas contacter plus de 2 universités à la fois. Il y a certaines personnes qui euh, essayent de faire plus, mais le problème, c'est que les Japonais sont des personnes très strictes sur les règles. Et lorsque vous enfreignez les règles, on ne va pas dire que vous ne saviez pas parce que tout est expliqué dans le guideline. Tout est expliqué. Et si on vous demande de contacter juste 2 universités, faites l'effort de contacter l'université. C'est possible que vous contactez ces 2 universités, ils vous répondent tard, et puis vous n'avez pas de lettre d'acceptance. Mais au moins, vous avez suivi les règles. Donc, vous pouvez continuer, comme par exemple dans mon cas de figure, je vais juste liste les universités puis les professeurs avec lesquels. Maintenant, comment choisir les professeurs? Selon ce que vous voulez travailler, selon ce sur quoi vous voulez travailler en fait. Il y aura un professeur qui fait ça quelque part. Donc, même dans votre search bar, vous pouvez peut-être euh, partir, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il part, par exemple, euh, Yokohama National University, et puis vous entrez dans le site, vous partez dans le département que vous voulez travailler, vous pouvez peut-être travailler en ingénieur, vous partez Faculty of Engineering, Graduate School of Engineering, et puis vous entrez Electrical Engineering. Vous allez voir, seulement Electrical Engineering, ils ont pratiquement 30 laboratoires qui font seulement Electrical Engineering. Chaque professeur là-bas a un thème ou un ensemble de thèmes précis dans lequel il travaille. Donc, il a comme un range où ces travaux se font. Donc, vous allez devoir scruter, regarder et voir le profil en fait qui correspond à ce que vous voulez faire. Ce n'est pas le professeur qui s'ajuste vers vous, c'est vous qui devez vous ajuster vers le professeur. Donc, lorsque vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous pouvez maintenant regarder quel est le professeur le mieux placé en fait qui doit contacter à cette université. Pas juste contacter tout le monde parce que vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous n'avez juste besoin Quand, qu'une personne dans l'université. quand vous avez contacté, vous avez vu le professeur. Quand on a vu le professeur, Ouais. vous l'envoyez quoi? Vous l'envoyez, vous avez Vous un envoyez conseil un, vous pour envoyez un un email. motivation letter Non, vous ou envoyez un c'est... email. En fait, c'est toujours c'est précisé dans le guideline. Vous envoyez un Ok. email avec euh, les résultats du first screening et je pense un CV. Et puis, Mhm. vous lui dites déjà euh, et request for acceptance letter. Je pense que c'est le motif de l'email en fait. Le request for acceptance letter. Et puis, vous allez développer qui vous aide et tout. Et puis, vous allez joindre votre first screening result et peut-être votre transcript et votre CV dans l'attachment. Et puis maintenant, le professeur va vous contacter. Lorsque vous avez des first screening results, ce qui est sûr, c'est que le professeur va vous répondre. Il peut vous répondre favorablement, il peut vous répondre défavorablement, mais il va vous répondre parce qu'en fait, la période là, c'est une période que they are expecting students to contact them. So they are ready to actually reply for any email that comes through that period. Donc, c'est un peu ça. Okay. Okay. Now we have talked about the entire mix process right up to the airport when you have been received. Now, what what was the difference? What were the challenges? Like I know Japan is very conservative, I would say in quotes, but Japan is a conservative, it's a nice place and it's conservative to some extent. How did you survive? How did you cope? Like with the cultural differences? What are the challenges, some of the challenges that you faced? Do you have any advice for those that are coming? What should they have at the back of their mind? Okay. Actually, I would say that I was very fortunate
because I came to a lab that had at that time 3 Africans with 2 senior Cameroonians. So I was very, very lucky. So my story is a different story. I don't know about people's story, but my story was a very, very lucky story. But the truth about Japan is that it's a very, very conservative country, as you said. But at the same time, there are people that always mind their business in the sense that sometimes you might even think that they are too cold. Like everybody makes sure not to disturb people. So as long as you are working, you are doing what you came there to do, you don't actually have problem with people. But sometimes it gets lonely because it's like your life is just surrounded about going to school, coming back home, going to school. And for people who usually think, for example, that school is just maybe to come at 8 o'clock and then or come at 9 o'clock and go back at 3 p.m. That's not school because when you start the research program, sometimes you find yourself sleeping in the lab. Uh, because you have to produce a result that you don't know how, but yeah, you just have to find a way. And but it's interesting because if you, I think your life in Japan will mostly depend on the type of lab in which you come to. Like I've met people that maybe they had professor that don't really care. That it's not like they don't really care, but they are like it's your research, so you are the one deciding where you are going. They don't actually push you that much, or maybe they don't come and check that much. But you might have some lab like mine where the professor is actually very, very um, focused on what you are doing and he really wants you to improve. So there are always meetings, you always have like to explain what you are doing, what is next, and he always gives you like next tasks and you are always busy in that sense. So it depends on the kind of lab in which also you come. Your view on the study might be different from mine. But globally, I think is a good place to study because all the how will I say all the materials or all the necessity are available. You have good internet connection. Usually, you if you want maybe to buy some stuff for whatever, maybe your experiment or whatever, there are funding for those. You have funding for conferences, funding for journals, and all those kind of things. So I think it's also good. The only thing I think from your part is that you have to produce those results. So you have to work Of extremely hard. course. But yeah, that's just how it is. Okay. And for you, what next? If I can ask this question for you. So, like, Yeah. after MEX scholarship, what do you plan to do? What do I plan to do? Especially for all MEX alumni. So, what is I mean, what is the aim? Like, if you do, for Yeah. example, a graduate or master's or PhD, so for you, I would say it all depends from your intention when you were coming because everybody don't have the same perspective or because I know people, for example, who came and then they just finished their program, they got their job and everything. So you can also have this kind of opportunity where you come and then you start finding jobs and all of those things. Or you might come and then maybe you want to further the studies. I think that's my case. And now one other thing is if you know some Japanese, will be very good for you. Those are things that we do not know. But Japan is still a very conservative society, and Japanese is still a very, very, very big part of it. So um, even if you know English to integrate the society itself, you might likely have to like know some Japanese, like at least to a certain extent to actually be able to integrate yourself well. So Japanese is if you want to apply like next year and you can start learning your Japanese now, just start because you never know. It will be very for you. And usually, if you're coming for a graduate program, because graduate program usually, apart if you are going to a purely Japanese university where they don't offer programs in English,
you might not have time to learn Japanese because you are focused with something else. So you might spend I don't know how many years and then you don't still know Japanese. It's not your fault. It's usually because you were busy doing something else. So you have to choose between learning Japanese or what to do. So yeah, that's usually the dilemma. Okay, so we are basically at the end of this meeting. So thank you very much, Lero, for this all this insight and it's very helpful. Vraiment, tu nous as donné beaucoup d'informations sur cette bourse qui était pour la plupart d'entre nous peut-être inconnue, peut-être pas des autres, mais pour moi personnellement, oui. Et donc, c'était vraiment des informations très importantes. Alors, comme tu disais, ça peut aussi être intéressant ce point que Pérez a mentionné sur cette possibilité que tu as eue durant ton programme d'aller faire un stage au Qatar. Est-ce que tu évidemment, tu as mentionné le fait que ce n'est pas donné à tout le monde, mais est-ce que tu peux également nous donner faire juste une petite parenthèse par rapport à ça, si c'est que c'est commun que les étudiants, par exemple, font des stages dans d'autres pays avec justement ce partenariat avec les universités, ou alors tu as été chanceux parce que tu as beaucoup répété dans ton parcours, que tu as eu beaucoup de chance pour certaines, vraiment tu étais au niveau des circonstances, c'était agréable pour toi. Donc, est-ce que c'est commun ou alors tu as juste eu une chance par rapport à ça? Non, en fait, c'est possible, mais c'est pas toujours pratique commun parce que ça dépend en fait du laboratoire dans lequel vous vous trouvez. Aussi, ça dépend du genre de travaux parce que il y a certaines universités, par exemple, qui vous donnent la possibilité, s'il y a par exemple une conférence, par exemple en International Conference au Japon, même si c'est dans une autre ville, l'université peut sponsoriser. Et maintenant, si vous avez ce genre d'université, vous pouvez voir votre professeur pour dire qu'il y a telle conférence qui arrive et c'est dans mon sujet de recherche et puis j'aimerais partir pour voir en fait ce qui se fait là-bas. Et puis, vous allez prendre une sorte de livre et partir assister à cela. Et puis, l'université sera comme en charge de ça. Maintenant, pour les programmes tels que les internships comme ça c'est du cas par cas parce que dépendant du professeur et aussi les relations que votre laboratoire ont avec d'autres universités. Parce que, en fait, l'université globalement est là, mais aussi les professeurs, en fait, sont comme les maillons forts de l'université. Donc, chaque professeur a ses propres relations et tout et tout. Donc, ça fait aussi que parfois, c'est pas disponible pour tout le monde, mais ça existe. Ok. Je pense que je peux passer. Je pose une dernière question à Leroy et puis on peut dire close. Sandra, c'est ok. Yes, of course. But let's, Ok. juste une dernière petite question, mais qui vient du chat, c'est pas la mienne. Donc, justement, peut-être tu as eu à discuter par rapport à ça, mais il y a certains qui sont un tout petit peu perdus. Donc, quelqu'un demande si, est-ce que tous les cours sont, par exemple, dispensés en anglais ou en japonais? Et aussi, est-ce que c'est toi qui choisis le parcours que tu vas suivre? Ou comment ça se passe en fait? Les cours sont dispensés en anglais ou en japonais, ou alors c'est uniquement en japonais. Bon, si vous venez pour un programme de graduate school, je pense que dans la plupart des universités, à graduate level, les programmes se font en anglais et en japonais. Donc, vous allez sélectionner les cours selon le semestre. Donc, il y a plusieurs cours qui sont disponibles et puis vous sélectionnez ceux qui sont en anglais. Mais si vous venez pour un programme de graduate, vous allez passer par la language school, qui est obligatoire. C'est un an de language school. Et puis après le language school, vous allez partir dans votre soit College of Technology ou soit votre université. Et dans ce cas-là, tout votre cursus se fera en japonais, au moins jusqu'à ce que vous ayez le bachelor. Et puis maintenant, si vous passez maintenant master, votre master peut se faire soit en japonais si vous voulez, ou alors en anglais si vous voulez. Les D'accord. gars, s'il vous plaît, les gars, s'il vous Ça, plaît, non, il y a quelque chose que je dois dire. C'est pas normal que l'intervenant répond les mêmes questions. Je pense qu'il y a plusieurs questions on rebondit sur la même question. Par exemple, la dernière question que je viens de voir ici, est-ce que c'est tous les filières? Il a déjà répondu tous les filières et il a expliqué. Il a dit, il y a bachelor, il y a master, il y a PhD, mais tout dépend de la personne et ses intérêts. Et des deux, il y a tout un long fichier. Malheureusement, le mec et les Japonais ne sont pas dans des, on m'a dit, ils sont
ils ont tout écrit, bien documenté. C'est à tout candidat à regarder ce qu'il veut, lire si ils sont éligibles ou pas. Donc, toutes les filières sont ouvertes, mais le candidat doit démontrer que la personne aime son pays. C'est ce que le MEC Scholarship essaye pour tout candidat. Si tu as le minimum, tu dois démontrer que tu aimes ton pays plus que l'autre personne. C'est ça, on te donne le scholarship. Si c'est ce que Leroy passe son temps à expliquer tout le long de la session. Et, s'il vous plaît, quand il y a un webinaire, essayons de suivre. Et nous sommes en train de faire un recording. C'est disponible sur YouTube. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, on va laisser le lien pour discuter peut-être avec Leroy. Mais lui poser les bonnes questions. Mais pas les histoires qu'on va commencer à lui poser des questions où il a déjà discuté sur YouTube. Si vous partez sur YouTube, il y a quelque chose qui manque. Si vous commencez votre procédure, vous êtes bloqué, vous demandez à Leroy. Mais si c'est quelque chose qu'il a déjà expliqué ici, s'il vous plaît, allons sur YouTube. Parce que Leroy, c'est un étudiant pour le moment, il a un internship. Il est même quelque part où il essaie juste d'être en ligne avec nous parce que normalement, il doit être en train de travailler. Et vraiment, je suis vraiment ému que Leroy fait ses sacrifices. Il faut aussi au moins que nous aussi on fait notre propre sacrifice. D'écouter au moins ce qu'il est en train de dire et poser les questions où c'est manquant parce qu'il a déjà dit. Donc, merci. Ok, voilà, c'était une petite mise à niveau de Pires. Ok, Pires, tu peux poser la question que tu voulais poser avant qu'on ne clôture cette séance. Oui, je pose en anglais. So why will you advise someone to apply for the MEC scholarship? That's just the last question. Now you have gone, you have seen. Parce qu'en ligne, on dit souvent ce que j'ai commandé avec ce que j'ai reçu. Toi, tu as commandé, tu as déjà vu maintenant. Parce qu'après, il y a des gens qui vont venir pour le MEC scholarship à cause de ce qu'ils ont compris chez Leroy, ce qu'il a vu, ce qu'ils ont vécu et tout ça. Maintenant, il veut juste que tu nous dis, en temps, avec ton expérience, pourquoi tu vas dire à quelqu'un de postuler pour le MEC Scholarship? On oublie on doit lire et tout ça. Ça, c'est ce que Leroy nous dit par rapport à son expérience. Pourquoi est-ce que tu vas conseiller un petit frère de postuler aussi pour le MEC Scholarship? Okay. Um, I'll quote a book and then maybe I'll discuss. OK. So I think the founder of this company, Sony. Sony is a very big company in Japan. I think you also know Sony Corporation. So one of the founder of that company said because he was coming from a rich family and his father was usually telling him that um, there is education you have by going to school wherever you are, you see, and there is education you have by traveling. Now, coming back to make scholarship, the truth is that if your aim is really to learn and to improve, and I mean, Japan can be one of the best destinations because you actually have that time to learn because you will not do any like you you will not even have like time to do any other thing. But if you feel like you just want maybe something short and then maybe find work, Japan can still be a good place for you. But in that case, I'll advise you more to focus on your language skill. So you find a way to learn some good Japanese, and then you just start looking for ways to like apply for jobs and everything. But in either of the cases, there are some things that just by being there, you will learn that even if they were explaining to you like how many times you can never even like put it into perspective because like sometimes I discuss with many of my friends and everything like we usually discuss of this of development why it's our country not developed and all these kind of things but there are some things that we don't usually see from we just say, okay, we just want development, we want good roads and all these type of things. But when you see a working society, for example, and you see how hard or how strategic they have to be to make it work, and then for everybody to be like peaceful and put it into code, you see that there is much more. And just that a kind of experience actually
makes you actually to look at life from a different point of view. And I think it's something very important because most of the time, when you are just somewhere, you tend to think like everybody. But when you are taken from that place and put elsewhere, you start realizing that the world can be something different, and then you might actually now think about what you really want because sometimes we think that okay, I just want this job and this, but what do you really want is usually when you are in very uncomfortable condition that you actually discover actually that okay, I don't want this, but I actually want this. And yeah, I think Japan is a good destination. It's a very difficult country, I would say so, like, but at the same time, it's very nice because there are some programs like you can meet friends from almost like there are people coming from all over, all over, all over, all over. And if you really want to stay in Japan after, I think yeah, you should come and then you should learn some language. Then you just get there. But in any of the cases, even if you are just coming from short term, I think yeah, like you can get more like insight. So yeah, it's a good destination, I'll say so. In particular to learn. Thank you so much, Leroy. Sandra, will you close or should I close? Yeah, I will maybe probably close. Merci beaucoup, Léro, parce que c'est un plaisir vraiment pour nous de t'avoir de t'avoir reçu ici dans cette réunion. Et surtout, tu as donné beaucoup, beaucoup d'informations. Vraiment, nous te remercions parce que c'est un travail de fond que tu as eu à faire. Tu as répondu à l'ensemble des questions qu'on pouvait poser par rapport à cela. Je pense que pour ceux qui n'ont pas pu assister ou ceux enfin, qui vont pouvoir revoir cette vidéo. Évidemment, je rappelle que ça sera disponible sur notre page YouTube. On vous partagera les informations à temps et en heure. Euh, Si chacun prend la peine de t'écouter et enfin, de te suivre de nouveau en détail, je pense que toutes les informations y sont. Et ça, c'est un travail de fond que tu as eu à faire. Je tenais personnellement à te remercier pour ça. Et au nom évidemment de l'ensemble du groupe Chef on the Opportunity, nous te remercions pour avoir accepté notre invitation. Merci également à Pérez d'avoir fait tout son management pour que tu puisses être présent ici. Et donc, Pérez, juste un dernier mot pour clôturer enfin la séance. Et peut-être l'euro, si tu as quelque chose à nous dire et on termine la séance complètement. Je pense que Leroy va dire un dernier truc, s'il a un dernier mot, et puis moi, j'ai clos la séance. Ah, ok. Qu'est-ce que je peux dire en fait? Bon, pour tout étudiant en fait qui désire vraiment venir au Japon pour étudier, ce qu'il peut conseiller, c'est juste d'être patient et de donner son tout dans la procédure. C'est une procédure vraiment stressante. Ça prend un an et c'est pas un an d'attente. En fait, il y a les étapes. C'est comme si tu étais en train de monter les escaliers en fait et tu ne sais pas quand tu peux tomber. Donc, c'est juste de donner son tout et puis espérer le meilleur parce que c'est vraiment une très, très bonne opportunité parce que lorsque vous êtes au Japon, vous n'avez pas peut-être à regarder qui va payer ma pension, qu'est-ce qu'il va manger, vous n'avez plus ces problèmes-là. Mhm. Donc, vous pouvez vraiment, si vous avez dit que ok, vous venez pour étudier, vous pouvez vraiment prendre ce temps-là pour dédier à vos études parce que au moins vous savez que j'ai un toit sur lequel je peux dormir, j'ai de quoi manger, mon école est assurée, et puis, OK, what do I do? What's my part of the work? And Mhm. that's just the thing. So, je pense que c'est vraiment une très, très bonne opportunité et c'est juste doser. C'est juste doser. C'est pas facile, mais si on essaye, on ne va pas savoir en fait C'est comment le ça. résultat pourrait être. Yeah. Mhm. Merci beaucoup, Léro. Et comment on peut te contacter? Je ne sais Oh, pas si tu peux écrire dans le chat soit ton email, soit un moyen pour te contacter. Si les étudiants, par hum, exemple, en cours de processus ont des questions à te poser, évidemment, selon ta disponibilité, tu OK. peux essayer de saisir, je ne sais pas. Je pense que le moyen le plus facile pour me contacter serait par LinkedIn. Je pense, je réponds souvent aux messages par LinkedIn. Je vais donner mon nom, OK. LinkedIn. Donc, tu peux te saisir ton nom. Et évidemment, on va répéter toujours ça sans cesse. Ces vidéos sont enregistrées, publiées sur notre page LinkedIn. Évidemment, dans le volet de la description, vous verrez tous les éléments nécessaires pour cette bourse de MEC Scholarship. Et également, vous allez avoir soit le LinkedIn de l'Hérault sera disponible. Vous pourriez l'écrire en privé ou alors voilà, pour échanger avec lui.
évidemment pour des informations supplémentaires qui ne sont pas dans cette vidéo, parce qu'il ne serait pas intéressant d'aller le recontacter, comme Pérez l'a dit, pour reposer des questions auxquelles il a déjà répondu durant cette séance. Donc, prenez juste le temps de relire, de resuivre en fait cette vidéo. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous le contactez par son LinkedIn. Il a juste mentionné dans le chat, mais rassurez-vous, vous l'aurez également disponible dans la barre de description sur notre page YouTube. Donc, merci beaucoup à tous. Vraiment merci. Nous sommes donc à la fin et on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Comme nous avons l'habitude de faire, on vous communiquera évidemment quel programme on va pouvoir interviewer par rapport à ça, c'est parce que la DID ou autre chose, mais on vous tiendra au courant. Donc, restons connectés sur WhatsApp, restons connectés également par email. Et Leuro, on te souhaite un très bon internship là où tu es au Qatar. Évidemment, good luck for your study et on espère qu'on aura de tes nouvelles dans le futur. Thank you very much. Yeah, thank you. C'est un plaisir d'être là. Ok, merci. Ok, goodbye. Bye. Okay, bye bye.